Bon, eh bien, je crois qu'on va démarrer cette conférence. Alors, eh bien, je suis très content de voir qu'il y a du monde qui est venu ce soir. Alors, on m'a dit qu'il faut faire une conférence grand public, et là, je vois beaucoup de matheux, donc j'espère que je ne vais pas rester trop trivial pour vous. Euh, donc, cette conférence s'inscrit dans la semaine des mathématiques, et j'avais fait au mois de juillet en fait un cours pour une classe de terminale S pour leur montrer comment se passait un cours en amphi. Et j'avais choisi comme support le nombre pi. Alors pourquoi le nombre pi? Parce que c'est un nombre qui permet de faire beaucoup de maths. C'est un prétexte en fait pour faire toutes sortes de maths. De la géométrie d'abord, mais aussi de l'algèbre finalement, et puis aussi de l'analyse. Donc en fait on couvre beaucoup de choses. Et puis ça permet aussi de faire de l'histoire des mathématiques, puisque pi est la source de nombreux problèmes qui sont nés depuis longtemps, depuis l'Antiquité, et qui ont trouvé des réponses assez récentes finalement dans l'histoire des mathématiques. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Alors j'ai pas de légitimité particulière pour parler de pi. D'ailleurs en fait, je ne crois pas qu'il y ait dans le monde des mathématiciens qui se soient entièrement spécialisés dans l'étude du nombre pi, puisqu'on sait déjà beaucoup de choses et bon, finalement on en sait quasiment tout, même s'il reste encore des conjectures sur ce nombre. Mais enfin, voilà. En tant que passionné des mathématiques, si vous voulez, j'ai découvert quand même pas mal de propriétés. Et j'en ai même encore découvert quand j'ai préparé cette conférence. Donc voilà. Alors, je vais vous donner une petite approche intuitive de ce que vous, disons historiquement, comment est né le nombre pi. Et puis, je vais parler du premier calcul des décimales. Alors, c'était pas quelque chose de très facile il y a encore 150 ans, mais enfin, avec l'arrivée des ordinateurs, évidemment, on a fait un bond de géant dans le calcul de ces décimales. Donc, je ferai une petite partie spéciale sur la course aux décimales, et j'expliquerai pourquoi ça peut être intéressant de calculer des décimales. Troisième chose, je vous ai dit que le nombre pi pouvait apparaître dans beaucoup de domaines des mathématiques, peut-être à des endroits où on ne l'attendait pas vraiment. Et donc je vais vous parler assez rapidement des apparitions, notamment en probabilité. Et je vais vous donner une petite expérience où normalement vous pourrez calculer chez vous ce soir des décimales de pi. Même si vous ne faites absolument pas de maths, vous allez voir, c'est très facile. Je vous ai dit que le nombre pi était issu de problèmes historiques. Alors, on va parler d'un problème célèbre qui s'appelle la quadrature du cercle. La quadrature du cercle est même passée dans le langage courant, puisque maintenant, quand on parle de la quadrature du cercle, on parle d'un problème très difficile ou impossible à résoudre. Et donc, on va voir que cette quadrature du cercle a tenu en haleine une bonne génération de mathématiciens, et que finalement, tout a tourné autour de la nature du nombre pi. Et c'est que très très récemment, un peu plus de 100 ans, qu'on a découvert, qu'on a donné une réponse à cette quadrature du cercle. Voilà. Alors pi, qu'est-ce que c'est? Première chose, vous voyez qu'on en fait quand même des objets d'art. Cette photo a été prise à Seattle, et bien, j'y suis jamais allé, mais je me disais que si j'irais un jour, je ne manquerais pas de faire un selfie sous le nombre pi. Et voilà, c'est pour dire que c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, j'ai aussi découvert que c'était un film. Alors, j'ai lu les critiques, elles sont assez mauvaises, mais en tout cas, la jaquette, je trouve, est assez parlante. Vous voyez, une lettrine noire avec un petit peu de lumière. Donc, on sent que le nombre pi, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux, d'assez obscur, et que voilà, il y a quelque chose derrière qui peut. En tout cas, on en a fait un film. Et alors, d'ailleurs, il y a marqué en dessous Face in Chaos. Donc, vraiment, c'est voilà, c'est extrêmement négatif. La foi dans le chaos avec le nombre pi au-dessus. Voilà, bon. Alors, c'était aussi cette année. Il y a eu, je ne sais pas ce que vous faisiez, le 14 mars 2015, à 9h26 et 53 secondes.
peut-être vous faisiez des mathématiques, et dans ce cas-là, vous étiez vraiment dans le P-Day, puisque vous voyez que 3, alors notation anglo-saxonne hein, pour les dates, 3,1415, 9, 26, 53, ce sont les premières décimales de pi. Et donc, il y a eu tout un truc sur... Alors moi, je ne le savais pas, évidemment. Facebook s'est chargé de me rappeler que nous étions le P-Day. Donc voilà. Alors, si on demande dans la rue et qu'on pose la question « Qu'est-ce que pour vous le nombre pi ?» je pense qu'une bonne proportion de gens vont répondre 3,14. Et d'ailleurs, c'est déjà pas mal. On a 2 décimales exactes. Et 2 décimales exactes, finalement, ça suffit dans la plupart des calculs qu'on fait. Donc voilà. Alors, c'est pas tout à fait 3,14. Alors, je crois que j'ai mis 100 décimales. Bon, j'aurais pu en mettre plus. Alors, vous avez de nombreux sites sur Internet qui regorgent de décimales de pi. C'est un peu la course à la décimale. C'est celui qui en affichera le plus. Voilà, donc, alors, on voit qu'il y a un certain nombre de décimales qui apparaissent derrière. Il ne semble pas y avoir beaucoup de régularité là-dedans. Vous voyez, les chiffres apparaissent les uns après les autres sans se répéter. Alors vous pouvez chercher s'il y a des répétitions, des motifs de répétition. Vous êtes sûr de ne jamais en trouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on dit que c'est 3,14, mais c'est aussi, alors parce qu'on est dans un système décimal, donc qui utilise 10 symboles qu'on note de 0 jusqu'à 9 pour écrire nos nombres. Mais on pourrait très bien parler en binaire si nous étions des machines. On se comprendrait très très bien. Et donc là, j'ai écrit le nombre pi en binaire. Alors c'est moins glamour de dire que c'est 11,001, 000, etc. Et moins facile à retenir peut-être. Donc voilà. En tout cas, c'est stocké comme ça finalement dans les ordinateurs. Le nombre pi, les nombres sont stockés comme ça en binaire. Et c'est comme ça qu'un ordinateur le comprendra. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de périodicité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un motif qui va se répéter indéfiniment dans le nombre pi. Et finalement, il suffirait de connaître ce motif pour connaître toutes les décimales de pi et qui se répéteraient comme ça jusqu'à l'infini. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, le nombre pi n'est pas ce qu'on appelle un nombre rationnel. Les seuls nombres qui possèdent cette propriété d'avoir des décimales qui se répètent, ce sont les nombres rationnels, les fractions, si vous vous souvenez de vos cours au collège, pour ceux qui ne font pas de maths. Ce sont les seuls nombres. Et pi ne fait pas partie de ces nombres. Pi n'est pas un nombre rationnel. Et on l'a su au XVIIIe siècle, même si on le présentait bien avant. Alors par exemple, hein, pour ce que je viens de dire, là, vous voyez, j'ai pris ce nombre-là, il s'est écrit, voilà, enfin ce nombre, cette fraction, vous voyez, eh bien c'est 2015,2015, 2015, 2015, 2015, et j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait le 2015 se répète indéfiniment. Vous voyez, c'est une séquence de longueur 4 qui ne fait que se répéter. Et pour pi, vous ne trouverez pas de séquence de longueur, même éventuellement plus grande, qui se répète. Ça n'arrivera pas, malheureusement. En tout cas, elle ne pourra pas se répéter indéfiniment, jusqu'à la fin. Et en fait, alors je vous dis, voilà, on a su, mais vous voyez, c'est très tard, hein, je vais en reparler, que pi en fait faisait partie des nombres dits irrationnels. Donc je vais reparler de Lambert un peu plus tard. Alors on a monté même plus tard que c'est un nombre transcendant, je vais vous parler de ça dans la quadrature du cercle. Les nombres transcendants sont des nombres encore particuliers parmi les nombres irrationnels. Donc ça fait de pi un nombre encore plus particulier que tous les irrationnels. Il fait partie de nombres dits transcendants, et cette propriété de transcendance en fait a un rapport avec la quadrature du cercle. Mais ça, au début, on ne faisait pas vraiment le lien, en tout cas, c'est venu bien plus tard. Alors, vous avez un site sur Internet qui vous propose la chose suivante. Vous tapez une suite de décimales données, et il vous donne le rang à partir duquel apparaissent votre suite que vous êtes choisi. Alors là, j'ai pris 29-10-2015, qui est donc la date d'aujourd'hui. Je suis allé sur ce site.
Et il m'a dit que, vous voyez, à la 99 millionième 247 656e décimale, eh bien, j'avais cette suite. Alors, vous pouvez taper votre numéro de téléphone, votre date d'anniversaire, ou n'importe quoi d'ailleurs, aussi long que vous voulez. A priori, on conjecture que n'importe quelle suite de nombres, donc données, apparaîtra dans cette suite de décimales. Alors, c'est quelque chose qu'on pressent, parce qu'évidemment, vous voyez, alors j'ai eu ce résultat en quelques instants. J'ai cliqué et quelques instants plus tard, j'avais la réponse. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas démontré. On ne s'est pas montré, on le pressent. Vous voyez, ça marche toujours. Mais pour autant, on n'en a pas fait une démonstration rigoureuse. Bon. Donc, les nombres qui vérifient cette propriété, on les appelle les nombres univers, et donc on pressent que ce nombre pi est un nombre univers. Alors on pressent même encore mieux, on pressent que c'est un nombre normal. Alors en fait, c'est un nombre plutôt anormal que normal, mais en tout cas, c'est le terme qui a été choisi. N'importe quelle suite de chiffres apparaît dans son développement dans toute base en proportion égale avec toute suite de même longueur. Je vais expliquer. Par exemple, si vous donnez une suite de décimales très simple, prenons 1, 2. La suite de décimales 1, 2, elle apparaîtra. Et en plus, elle apparaîtra en même proportion que toute suite de décimales de longueur 2. Donc, elle apparaîtra autant de fois que 0,1, que 0,2, que 0,3, que 0,4, etc. Donc, vu que vous avez 100 possibilités de suite de décimales de longueur 2, elle apparaîtra avec la proportion 1 centième. Donc, vous avez autant de chances de trouver 0,1, 0,2, 12, 13, 23, 99. Toutes ces suites de décimales de même longueur apparaissent en même proportion. Voilà. Donc ça, mais c'est quelque chose, encore une fois, qu'on ne sait pas démontrer. Ce sont des conjectures sur le nombre pi. Alors, ça marche dans n'importe quelle base. Je passe un peu ce détail. Ça marche autant en binaire qu'en base 3, qu'en base 4, etc. Bon. Alors maintenant, on va avancer un petit peu quand même après ces généralités. Vous, et moi d'ailleurs aussi, le nombre pi, vous l'avez vu à l'école primaire, ou peut-être en 6e, je suis peut-être un petit peu optimiste à l'école primaire. Vous savez que c'est le rapport du périmètre d'un cercle sur son diamètre, puisque vous avez la formule P égale 2πr, ou P égale pi fois d. Donc vous savez que vous prenez n'importe quel cercle, vous en calculez son périmètre, vous divisez par 2 fois le rayon, vous trouverez toujours ce nombre pi. Ça sera toujours ce rapport ne dépend pas du cercle que vous êtes donné. Alors pi intervient dans le calcul du périmètre, mais il intervient aussi, on ne le voit pas longtemps après dans la scolarité, il intervient dans le calcul de l'aire. Si vous prenez l'aire d'un disque, que vous divisez par son rayon au carré, le carré hein, c'est R fois R, eh bien vous trouvez encore une fois cette constante pi. Voilà. C'est comme ça qu'on introduit le nombre pi. Alors quand j'ai fait ma conférence pour les lycéens, je leur ai demandé, mais ça est-ce que c'est une définition de pi? C'est-à-dire ou est-ce qu'on peut démontrer cette propriété? Alors ils étaient bien en peine de répondre et c'était normal. En fait, on peut démontrer cette propriété, mais il faudrait rentrer un peu dans les détails, voilà, et notamment introduire les fonctions trigonométriques. Bon. Donc finalement, c'est une propriété qu'on admet quand on est au collège. On admet ces deux propriétés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Donc ça, c'était des propriétés qui sont venues de l'intuition, de l'expérience, et qui sont connues depuis belle lurette, hein, au moins 4000 ans. Notez bien que cette notation que vous apprenez au collège, elle est quand même très très récente, hein, puisque même Euler, qui est un des très très grands mathématiciens dans l'histoire des mathématiques, utilisait déjà une notation différente, lui. Donc c'est vraiment très très récemment qu'on a pris cette notation pi. Euler, je crois, utilisait un petit p, voilà, ce qui était peu pratique pour différentes raisons. Mais voilà. Alors, je n'ai pas résisté à vous mettre un passage de la Bible dans lequel on parle du nombre pi. Alors. Donc,
dans un certain chapitre, un certain verset, voilà. Donc ça c'est en -2 avant Jésus-Christ. Et il fit la mer de fonte, qui avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Donc le diamètre était 10. Elle était ronde, tout alentour, haute de 5 coudées. Bon, ça ne nous intéresse pas en fait. Et un cordon de 30 coudées en mesurait le tour. Donc, 10 coudées pour le diamètre, le tour, 30 coudées. Donc, pi est égal à quoi? Si le diamètre est 10 et que le périmètre est 30, pi est égal à combien? 3. Alors, bon, ce qui me fait dire que c'est une mauvaise interprétation du message divin parce que je pense que Dieu sait que pi n'est pas égal à 3. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Bon, on a avancé quand même un petit peu après, et le grand artisan finalement des avancées en géométrie, c'est Archimède. Alors j'ai mis ces dates de naissance et de mort. Et lui, il a fait un encadrement déjà assez précis quand même du nombre pi. Alors j'ai repris exactement la phrase. Donc le périmètre de tout cercle est égal au triple du diamètre, augmenté de moins de la 7e partie, mais de plus des 10/71e. Alors j'ai traduit ça dans notre langage actuel, avec des fractions, et ça nous donne l'encadrement en fait. Pi est coincé entre deux fractions, 223 sur 71 et 22 septièmes. Alors ce 22 septièmes est resté quand même assez longtemps comme une des valeurs les plus proches du nombre pi. Et bon, alors c'était entre les deux, mais finalement on a pris 22 septièmes comme égal, comme égal au nombre pi. Alors c'était déjà pas mal comme approximation. Alors on peut se demander comment il faisait. Alors, je vais vous expliquer comment il faisait. Voilà. Alors là, ça... Oui, bien sûr, bah évidemment. Oui, je vais ignorer cette provocation de GeoGebra. Ok, alors. Je vais même enlever la fenêtre algèbre, voilà. Bon, évidemment, la résolution a un peu grossi mon histoire. Voilà, ça va déjà mieux. Alors. Qu'est-ce que j'ai sur cette figure? Alors j'ai un cercle, vous voyez, que j'ai pris comme étant de diamètre égal à 1. Et j'ai inscrit là-dedans un triangle. Donc j'ai inscrit, donc il est à l'intérieur, et j'ai exinscrit, ce qu'on dit, et j'ai exinscrit un triangle qui est en vert. Vous voyez, les trois bords du triangle vert sont tangents au cercle. Voilà comment sont placés le triangle intérieur et le triangle extérieur. Donc, de par les positions des deux triangles, vous voyez que le périmètre du triangle à l'intérieur va être plus petit que le périmètre du cercle. Vous voyez, puisque cette distance-là, il faudrait que je fasse avec ma souris plutôt, ça va être plus facile. Vous voyez, cette distance-là va être plus courte que cet arc ici. Donc si vous répétez ça 3 fois, eh bien vous obtenez que votre périmètre est plus petit que pi, puisque j'ai pris un cercle de diamètre 1. Celui extérieur, son périmètre est plus grand. Donc vous avez un encadrement de pi entre ces deux périmètres. Voilà comment a procédé Archimède. Alors quand on prend un triangle, deux triangles comme ça, c'est pas terrible, vous voyez, c'est quand même assez large. J'ai mis en bas ici le diamètre, le périmètre, pardon, du polygone qui est ici un petit peu rosé, vous voyez. Alors ici j'ai mis le nombre de côtés, vous avez 3 côtés. Alors je vais doubler ce nombre de côtés, je vais passer à 6 côtés. Alors c'est quand même déjà meilleur, vous voyez, l'hexagone à l'intérieur se rapproche déjà un peu plus du cercle, il y a moins de pertes si vous voulez. Et pareil pour l'extérieur, il se rapproche encore un peu plus. Donc normalement, on devrait se rapprocher de pi. Alors c'est le cas, vous voyez, 2,59. 2,59, on est quand même encore assez loin des 3,14. Alors si je prends maintenant 12 côtés, vous voyez que je suis encore meilleur. Vous voyez, les pertes s'amenuisent
l'écart, vous voyez, les petits arcs de cercle qui sont ici, là, si je prends celui-là, vous voyez, commencent à être vraiment de plus en plus coincés entre un segment rouge et vous voyez, la suite de segments verts là. Donc on devrait se rapprocher. Alors on s'en rapproche, le périmètre est exactement égal à 3. Puis, si je prends 24 côtés, alors vous voyez que là on commence à même plus voir les côtés des polygones. On a l'impression que tout est un cercle et que, vous voyez, alors si on faisait un grossissement, je ne vais pas le faire, mais si on faisait un grossissement sur une des parties, on verrait qu'il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart, puisque vous voyez que ici le périmètre n'est 3,10. Alors on a progressé parce qu'on a déjà quand même 3 et 1 comme décimale exacte. Donc c'est pas mal. Alors je vais augmenter comme ça. Vous voyez, 48 côtés et on va jusqu'à 96 côtés. Et là, si je fais une approximation à 2 chiffres après, 3 chiffres après, à 2 chiffres après la virgule, vous voyez, je suis à 3,14. Alors c'est exactement ça qu'a fait Archimède, mais Archimède n'avait pas GeoGebra. Et d'où le fait que c'était quand même assez remarquable de calculer autant de décimales avec des moyens aussi limités. Alors je reviens à savoir comment il faisait, parce qu'évidemment il n'avait pas GeoGebra, donc il était hors de question de construire un polygone à 96 côtés, de prendre une règle, de mesurer et de consigner le résultat. Ça n'était pas possible. Alors, comment il a fait? Eh bien en fait, alors donc le principe je vous l'ai expliqué. En fait, il avait trouvé une formule qui permettait de passer, quand je double le nombre de côtés, de passer du périmètre de l'ancien polygone inscrit au périmètre du nouveau, c'est-à-dire celui qu'on obtient en doublant. Et donc il a fait un début de ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire il a fait une opération qu'il a répétée à chaque fois. Il a eu un triangle, puis un hexagone inscrit, il calcule le périmètre de cet hexagone, il va calculer le périmètre du dodécagone à partir du périmètre qu'il a obtenu, etc., etc. Alors, il ne manipulait que des fractions, puisque les nombres décimaux n'étaient pas encore apparus. On pensait que tous les nombres étaient entiers ou fractionnaires, donc il n'a manipulé que des fractions et a probablement fait des approximations successives. Alors j'ai mis la formule, mais là c'était juste pour le fun. Si on a la longueur intérieure et la longueur extérieure des polygones, les nouvelles longueurs en polygone intérieur et extérieur sont celles-là. Là. Bon, c'était juste pour dire qu'il y avait deux formules qui existaient, qu'on pouvait trouver. Voilà. Donc ça, c'était la méthode archimédienne. Alors, je l'ai fait, j'ai programmé cette méthode sur un tableur, sur Excel. Voilà. J'ai mis le nombre de côtés, le périmètre intérieur et le périmètre extérieur, et puis de ligne en ligne, j'ai calculé les nouveaux périmètres. Et puis j'ai retracé un peu le parcours qu'a fait Archimède. Alors vous voyez, à 3 côtés, 2,59, 5,19. 6, on a déjà 3 et 3,46. 12 côtés, 3,10, etc. Voilà, je continue, je me rapproche. Vous voyez que les deux quantités se rapprochent quand même du nombre pi. Hein, vous voyez, une en dessous, une au-dessus. Voilà, 48 côtés, 96 côtés. Et à 96 côtés, donc j'ai obtenu pour le périmètre intérieur, vous voyez, une très belle approximation puisque j'ai 3 décimales exactes. Ce qui était déjà pas mal avec les méthodes de l'époque. Alors aujourd'hui, on rigolerait on rigole un peu de cette méthode, bien qu'elle ait été améliorée dans sa programmation et elle peut être utilisée pour calculer des décimales de pi. Mais évidemment, c'était un temps de calcul très très long pour obtenir simplement, entre guillemets, 3 décimales. Mais c'était déjà un début de quelque chose puisqu'on avait un procédé algorithmique qui permettait comme ça de progresser dans la connaissance des décimales du nombre pi. Voilà. Alors, j'ai fait une petite comparaison avec les valeurs données par Archimède, hein, vous voyez. Alors c'est tout à fait remarquable puisque les valeurs ne sont pas du tout loin. Si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, je tombe exactement sur les valeurs qui ont été proposées par Archimède. Donc c'est assez remarquable. Alors, je voulais vous parler de savoir, parce que c'est ce que je disais à mes étudiants ce matin, quand on calcule des constantes, si on ne sait pas avec quelle erreur, avec quel écart on est avec cette constante, on risque soit de ne pas aller assez loin, soit d'aller trop loin. Il faut qu'on sache un petit peu l'erreur qu'on commet à chaque pas.
C'est un peu comme si vous voulez rechercher des décimales de pi, c'est comme si on vous faisait rechercher un trésor dans une pièce et on vous bande les yeux. Et on vous dit, tu brûles, tu brûles. Alors vous êtes dans cette pièce, vous n'avez pas d'idée de la taille de la pièce, vous n'avez pas d'information. Et on vous dit, tu brûles, vas-y, tu brûles, tu brûles. Alors qu'est-ce que vous faites? Faut-il que vous vous déplaciez d'1 centimètre, d'1 mètre, de 1 kilomètre si la pièce est très très grande, et que la pièce fait, mettons, 1000 km, 1 kilomètre, ça ne sera pas beaucoup. Vous voyez, si vous n'avez pas d'idée de l'erreur que vous commettez à chaque déplacement, vous risquez d'être un petit peu dans le flou. Et pour savoir quelle erreur on a, en fait, eh bien, il a fallu attendre des outils d'analyse assez modernes. Vous voyez, on va jusqu'au XVIIIe siècle pour savoir finalement quelle erreur on commet à chaque fois. Bon, il s'est placé plein de choses entre pour le calcul de pi. On avait beaucoup déjà avancé. Mais voilà, pour avoir une idée de l'erreur qu'on fait lorsqu'on calcule des constantes comme ça, il a fallu attendre des gens comme Lagrange qui ont donné des méthodes pour calculer l'erreur. Alors là, c'est ce qu'on appelle une convergence linéaire. C'est-à-dire que vous multipliez votre erreur à chaque fois par 1/4. Bon, je passe assez rapidement sur cette étape. Voilà. Alors là, pour n égale 5, j'ai calculé que l'erreur était plus petite que 10 moins 2. Donc je suis sûr, à n égale 5, si vous voulez, que j'ai 2 décimales exactes. Si j'ai besoin que de 2 décimales exactes, je n'ai pas besoin d'aller au-delà de 96 côtés. Ça ne sert à rien. Voilà. Et ça, si je ne connais pas l'erreur que je fais à chaque fois, je peux avancer dans le flou et pas savoir exactement où je vais. Alors, le problème dans cette méthode, j'ai calculé que pour aller avoir 100 décimales exactes, il faudrait aller jusqu'à n égale 164. C'est-à-dire, le n, c'est le nombre de fois où je double. Alors, vous voyez, c'est 7 fois 10, 49 côtés, fois 10 puissance 49 côtés. Un 7 suivi de 49 zéros. Ça, c'est le nombre de côtés qu'il faudrait, de polygones qu'il faudrait pour avoir 100 décimales exactes du nombre pi. Donc, vous voyez, c'est assez gourmand. Donc, la course aux décimales, finalement, cette course aux décimales, elle a connu un essor très, très, très rapide ces dernières années, mais parce que voilà, c'est directement lié à la puissance de calcul dont on dispose. Si on n'a pas une puissance de calcul, on va aller plus lentement, évidemment. Alors, je parle un petit peu de la course aux décimales, et je vais vous donner quelques étapes. Alors, il y a beaucoup, j'ai découvert des noms, j'ai découvert des mathématiciens que je ne connaissais pas. Alors, par exemple, Monsieur Chongzhi, au 5e siècle, je ne connaissais pas son existence. Et il y a beaucoup d'étapes dans le calcul des décimales de pi. Donc j'ai fait un résumé, j'en ai choisi quelques-unes. Alors au 5e siècle, on a quand même une approximation assez remarquable par cette fraction 355 sur 113. Vous voyez que les numérateurs et dénominateurs ne sont pas très très grands. Et on tombe quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimales exactes. Ce qui est déjà énorme pour l'époque. Alors, il y a une espèce quand même de mystère, j'ai fait quand même des recherches, il y a un mystère quand même qui entoure ce 355 sur 113, on ne sait pas exactement comment il a fait. Et pourtant, il trouve quand même un résultat qui est quand même déjà assez puissant, 7 décimales. Alors, on retrouve ce 355 sur 113, il a été redécouvert bien plus tard, au XIIe siècle il me semble, lorsqu'on a fait la théorie, ce qu'on appelle des fractions continues. Et donc par hasard, on a fait le lien avec cette fraction qui avait été découverte avant. Donc sans le savoir, il a été, pour ceux qui connaissent les fractions continues, jusqu'à la 7e réduite de la fraction continue de pi. Ce qui était déjà, déjà pas mal. Alors, je vais faire une espèce de grand saut, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Madhava d'abord, alors les séries, le processus de sommation infinie est venu, vous voyez, avec ce mathématicien, Madhava, indien, et a été vraiment mis en forme rigoureusement par Leibniz. Et j'ai découvert que ce résultat-là, qui est écrit ici, là, ça s'appelait la série de Madhava et Leibniz. Je ne le savais pas. Alors vous voyez qu'en fait le nombre pi, finalement, on a une formule maintenant. Tout à l'heure je vous parlais du périmètre divisé par 2 fois le rayon, etc. L'air divisé par r carré. Maintenant on a une formule avec des nombres. On sait que pi, je peux l'obtenir en faisant 4 fois
1, moins un tiers, plus un cinquième, moins un septième, plus un neuvième, moins un onzième, etc., etc., etc. Si vous voulez vous déplacer de pi, vous voulez faire pi mètres, exactement. Bah, c'est très simple. Vous faites 4 mètres, 3, 4, puis vous reculez d'un tiers de 4 mètres. Vous reculez d'un tiers de 4 mètres. Puis vous avancez d'un cinquième de 4 mètres. Puis vous reculez d'un septième de 4 mètres. Puis, etc., etc. Alors ça, c'est bon pour le tcha-tcha, mais au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter. Cette formule est quand même assez remarquable parce qu'elle donne une formule exacte pour le nombre pi. Et bah finalement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Alors on devine un peu ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc il va falloir qu'on coupe, qu'on s'arrête à un certain rang. Et on devine que plus on augmente le rang, eh bien, plus on va avoir de décimales exactes. Alors la convergence n'est pas très très rapide non plus, malheureusement pour cette série. Et donc ça a été un petit peu amélioré après ce procédé avec Leibniz et le développement en série entière de la fonction arctangente. Bref, je fais une petite parenthèse pour ceux qui font un peu plus de maths. Mais voilà, une nouvelle formule, c'est pi égale racine de 12 fois cette somme. Alors c'est une somme qui ressemble un petit peu à celle du dessus, mais qui est un petit peu modifiée. Il y a des puissances qui apparaissent, des nombres qui apparaissent, peu importe. Ne retenez pas, surtout pas cette formule. En tout cas, celle-ci, elle va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ce genre de résultat permet de calculer plus efficacement le nombre pi. Plus efficacement, je mesure quand même ce que je dis, parce qu'il faut quand même, là aujourd'hui ça va, c'est facile, on a les ordinateurs, il suffit que je rentre cette formule sous un logiciel qui va me calculer tout ça automatiquement. En une fraction de seconde, je vais obtenir une centaine de décimales de pi. Mais en réalité, à l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc il fallait faire ces calculs à la main. Alors ça a permis quand même de trouver, et c'était déjà pas mal, vous voyez qu'on a progressé par rapport à tout à l'heure. On a trouvé 2, 4, 6, 8, 10, 11 décimales exactes. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il faut faire les calculs, vous voyez, tous les calculs, puis ajouter tout ce qu'on trouve, etc. Il ne faut pas se tromper. Bon, voilà, ça fait. Alors, Monsieur Machin. Alors, il s'appelle Machin, c'est bon, c'est comme ça. Et il a donné son nom à des formules célèbres, les formules de Machin. Alors, ça fait beaucoup rire mes étudiants quand je leur parle des formules de Machin, mais après ils s'habituent et puis tout va bien. Alors, ce Monsieur Machin, enfin c'est John Machine. A trouvé une formule qui fait intervenir des fonctions trigonométriques arctangentes. Je ne rentre pas en détail sur ce que veut dire arctangente, je vais juste dire pourquoi cette formule marche bien. La fonction arctangente, en fait, on peut l'écrire comme on a fait dans la diapo d'avant, là, vous voyez, comme une série, comme ça, comme une somme infinie, vous voyez. Donc quand on veut calculer arctangente de 1 cinquième, on peut l'écrire comme une somme aussi, comme ça, de nombres, une somme infinie. Et pour arctangente de 1 sur 239, c'est pareil. Et ça marche d'autant mieux que le nombre qui est à l'intérieur de l'arctangente là est petit. Plus vous avez un nombre petit, et mieux c'est. Mieux ça va être précis. Vous n'aurez pas besoin d'aller trop loin pour trouver un grand nombre de décimales exactes. Alors, donc pourquoi cette formule était oui, bon là, ceux qui ne font pas de maths, fermez les yeux. C'est horrible. Et puis pour ceux qui en font, c'est le développement en série entière de la fonction arctangente, et c'est comme ça qu'on trouve des approximations de arctangente de 1 cinquième et arctangente de 1 sur 239. Alors, cette formule a permis de calculer plus efficacement encore des décimales de pi. Et du coup, on s'est mis à chercher, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres formules de ce type-là, avec des arctangentes, mais avec des nombres de plus en plus petits, à l'intérieur des arctangentes. Alors, oui, alors Machin a obtenu ainsi 100 décimales exactes, mais vous allez voir que ça a encore été amélioré. Alors, vous avez Gauss, 18e siècle, donc, qui a trouvé une nouvelle formule. Donc, on appelle maintenant, elles ont un nom, elles s'appellent les formules type machin. Les formules type machin, elles sont de ce style-là, pi égale quelque chose fois des sommes d'arctangentes avec des nombres qui sont assez petits. Vous voyez, 1/18, 1 sur 57, et encore ce 1 sur 239. Alors moi, quand je vois 1 sur 239 ou quand je vois 239, si j'achète quelque chose qui coûte 239 francs, je pense à la formule du machin. Je vous assure que c'est vrai. Bon.
alors, elle est mieux que la précédente, parce que la précédente, on avait du Artland de 1/5e, et là, on a un 18e, un 57e. Alors, il y en a une autre qui a été trouvée. Alors, celle-là, je ne sais pas exactement comment elle a été trouvée, c'est quand même assez miraculeux. Vous voyez, alors on commence à avoir, il y a plus de termes. 1 sur 57, 1 sur 239, 1 sur 682, 1 sur 12 943. Et celle-là est encore meilleure que l'autre d'avant, puisque vous voyez, les nombres sont de plus en plus petits à l'intérieur des arcs tangentes. Les dénominateurs qui apparaissent sont de plus en plus grands. Alors, on a un petit peu quand même automatisé l'histoire, parce que les découvrir par hasard, c'était bien, mais vous voyez qu'il s'est passé quasiment une centaine d'années entre ces deux formules ici. Maintenant, on recherche ces formules de machin de manière systématique, c'est-à-dire qu'avec un ordinateur. Programmer un ordinateur, il va vous tester tout un tas de possibilités, et il va vous sortir quels sont les bons nombres à prendre pour trouver une formule de type machin. Donc là, on a une autre formule, et je vous en ai mis encore une autre. Vous voyez, c'est de pire en pire. Les dénominateurs augmentent, et ces formules ont été trouvées avec des ordinateurs. Et donc 97, donc c'est même très récent. Et en 2003, vous voyez là, c'est absolument horrible. Cette longue formule avec tout en bas ce nombre énorme ici, voilà. Et donc toutes ces formules servent à calculer des décimales de pi. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. Depuis tout à l'heure, je parle des décimales de pi. On peut peut-être se demander à un moment, mais est-ce que ça a intérêt de calculer des décimales de pi? Parce que c'est bien gentil, mais bon. Alors en fait, je crois que de mémoire, une trentaine de décimales suffisent largement à faire tous les calculs possibles, à l'échelle de l'univers, avec la précision d'un atome d'hydrogène. Donc si vous comparez la taille d'un atome d'hydrogène et la taille de l'univers, évidemment, c'est un rapport incommensurable. Et donc, eh bien, une trentaine de décimales en fait suffisent. Donc finalement, à quoi ça sert de trouver toute cette formule? Trouver toutes ces formules, en fait, ça sert à tester un peu la puissance des ordinateurs. Tester la puissance des ordinateurs et tester la fiabilité d'un ordinateur. Si vous connaissez des centaines de milliards de décimales de pi, que vous avez un nouvel ordinateur, un nouveau processeur, vous voulez tester sa fiabilité, vous lui faites calculer des décimales de pi. S'il y a une erreur à un moment dans ces décimales, c'est qu'il y a un petit problème dans la conception de votre processeur. La puissance, c'est combien de temps il mettra à calculer un certain nombre de décimales. Est-ce qu'il va être capable de calculer des nouvelles? Est-ce qu'on va être capable de vérifier? Donc en fait, au-delà d'une trentaine de décimales, ça ne sert plus à rien, sauf à eh bien, tester la puissance des ordinateurs et des algorithmes qui sont mis en œuvre pour calculer de plus en plus rapidement ces décimales. Alors, pour la petite histoire, pour vous comparer ce que je disais tout à l'heure sur le point de vue historique, sur le nombre de décimales qu'on connaissait, alors j'ai découvert que William Shanks, un Anglais du 19e siècle, a calculé 707 décimales en 15 ans. Et d'ailleurs, le pauvre, il les a fait graver sur sa tombe, et seulement 527 étaient exacts. Donc malheureusement, il y a une erreur sur sa tombe. Mais enfin, déjà, c'était pas mal. J'ai calculé que donc ça faisait à peu près une décimale par semaine. Plus récemment, donc en 2014, alors vous allez sur un blog de programmeurs, et là c'est la course aux décimales, c'est celui qui en calculera le plus en le moins de temps possible. Et là donc vous avez 13 300 milliards de décimales en 208 jours. J'ai calculé que ça faisait à peu près 740 décimales en une seconde. Voilà, vous voyez le type de genre de comparaison qu'on peut faire. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur les calculs des décimales. Je vais passer à des apparitions un petit peu étonnantes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le nombre pi apparaissait dans plusieurs problèmes de mathématiques de manière un petit peu surprenante. Alors, c'est Gauss qui se demandait, ou c'est Euler, alors c'est Gauss ou c'est Euler, c'est Gauss il me semble, qui se demandait ce que valait cette série. La somme des 1 sur n carré, c'est-à-dire vous prenez 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, et combien ça fait? A priori, c'est un problème du type nombre,
avec des nombres entiers, des fractions, eh bien en fait, comme tout à l'heure, vous avez vu, on avait des formules de type série avec le nombre pi, eh bien en fait, la réponse fait apparaître de manière assez surprenante quand même, si on y réfléchit, le nombre pi. Comme tout à l'heure, la formule avec pi sur 4 égale 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième, etc. Enfin 4 fois tout ça. Si on y réfléchit, c'est quand même un petit peu étonnant de voir ce nombre pi, qui est une constante géométrique, apparaître dans des calculs de somme de fractions. On peut se poser la question quand même. Je passe sur la formule de Stirling et je vais directement aux probabilités. Alors, je vais vous parler d'une expérience que vous allez pouvoir faire chez vous ce soir. Alors, évidemment, la résolution a changé. Il va falloir que je fasse une petite réduction. Voilà, ouais. Ok. Alors, ça devient un peu serré. Voilà, je me débrouille comme je peux. Voilà, à peu près. Alors, le Marquis de Buffon, donc un Français, a fait l'expérience suivante, enfin a proposé l'expérience suivante, et je vais vous l'expliquer. Alors je vais peut-être vous enlever un certain nombre d'aiguilles pour que vous compreniez. Voilà. Je vais partir avec 10 aiguilles. Vous avez des lattes avec un parquet. Les lattes sont toutes espacées d'une même, d'une même distance ici, qui correspond exactement à la taille des aiguilles que vous avez. Mettons que la largeur est 1 ici, vous n'avez que des aiguilles de longueur 1. Et puis vous vous promenez comme ça au hasard et vous jetez des aiguilles. Ouais. Alors là, je l'ai fait pour vous en fait. J'en ai jeté 10. Et je compte le nombre de fois où une aiguille touche une des jonctions entre les deux lattes. Alors vous voyez, vous avez ici des aiguilles qui sont vertes. Alors elles sont bonnes. Elles tombent sur une latte. Et puis les aiguilles sont rouges qui ne tombent pas sur les lattes. Vous voyez, non pas sur les jonctions. Alors là, j'en ai pris 10. J'en ai 5 qui tombent dessus et 5 qui ne tombent pas dessus. Alors, le Buffon a démontré qu'en fait, plus vous avez d'aiguilles, alors là j'en ai mis 10, mais je vais vous montrer avec 100 aiguilles, vous voyez, plus vous augmentez ce nombre d'aiguilles, et plus votre proportion va se rapprocher de quel nombre? Du nombre 2 divisé par pi. Donc, si vous voulez avoir une approximation du nombre de pi, bah, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de jeter beaucoup d'aiguilles, alors peut-être par paquet. Alors, il faut qu'elles soient jetées de manière aléatoire, donc il ne faut pas qu'elles se touchent entre elles. Enfin voilà, il faut quand même un petit peu mettre en place l'expérience. Vous calculez la proportion du nombre d'aiguilles qui ont touché des lattes du parquet, et bien vous obtenez 2 sur pi. Un petit calcul vous permet d'obtenir pi, vous faites 2 divisé par cette proportion, et vous avez une approximation du nombre pi. Alors, je l'ai fait pour vous. Donc, j'ai généré avec un tableur un certain nombre d'aiguilles. J'ai mis du rouge quand ça ne touchait pas, j'ai mis du vert quand ça touchait. Et puis j'ai fait calculer la proportion dont je parlais, et j'ai fait le calcul dont je viens de vous parler, 2 divisé par la proportion, pour trouver une approximation de pi. Alors si j'ai pris 100 aiguilles, vous voyez que c'est pas terrible. Ça me dit que pi est à peu près égal à 3,571. Alors j'ai pas eu de chance hier soir quand j'ai fait tirer mon tableur, c'est tombé là-dessus. Alors on peut quand même augmenter, donc j'ai fait avec 500. Bon, c'est un peu mieux. Avec 500 aiguilles, alors vous voyez, j'ai compté, il y en a 330 qui coupent les lattes. La proportion, ça fait 0,66. Je calcule 2 divisé par 0,66, je trouve 3,03. Alors j'ai une décimale exacte, c'est un peu mieux. J'ai fait avec 1000 aiguilles, et là j'ai eu une chance incroyable, parce que je l'ai fait 2 fois de suite, et la première fois je suis tombé sur 3,26, et là je suis tombé sur 3,14. Alors je peux vous dire que j'ai eu une chance assez forte plutôt. Parce qu'en fait c'est une méthode en fait qui ne va pas converger très très vite. Alors si vous avez de la chance, vous allez augmenter votre nombre de décimales. Et alors on peut calculer combien il faut faire de lancers pour que vous vous rapprochiez du nombre pi avec une certaine probabilité. Mettons vous êtes près du nombre pi à 5% près, vous savez qu'il faut faire tant de lancers. On peut le calculer. Donc voilà, c'est une expérience en tout cas qui, a priori, permet de calculer
des décimales du nombre pi. Alors le marquis de Buffon s'était lancé là-dedans. Bon, il a vu que ça dépendait quand même beaucoup de comment se passait votre expérience. Voilà. Alors comme le temps avance quand même et que je voulais absolument vous parler de la quadrature du cercle, je vais passer sur ça et je vais arriver à la quadrature du cercle. Alors, la quadrature du cercle est un problème qui date de l'Antiquité. Alors on ne sait pas exactement, j'ai cherché, on ne sait pas exactement quand c'est apparu. C'est un problème qui s'est transmis. Le problème est assez simple. Je possède un disque. Vous voyez, j'ai un disque que j'ai grisé ici dans une couleur qui est proche de celle de ma chemise. Et je cherche à construire un carré qui a la même aire que mon disque de départ. Alors si j'ai pris un disque de diamètre 1, son aire est égale à pi. Donc il faut que je construise avec pour seul instrument une règle, non graduée bien sûr. De toute façon, même si elle était graduée, ça ne donnerait pas grand-chose, puisqu'il faudrait une précision absolument infinie pour pouvoir le faire, pour pouvoir tracer. Une règle donc non graduée et un compas. C'est tout ce que je possède. Et je veux construire ce carré. Alors, si vous êtes attentif, donc ce carré de droite a une aire de pi, donc quel est le côté de ce carré? Si son aire c'est pi. Racine carrée de pi, ça va. Donc c'est racine carrée de pi qu'on cherche à construire finalement à la règle au compas. Je possède une règle, un compas, j'ai une unité, et je cherche à construire le nombre racine carrée de pi. Question, est-ce que je vais y arriver? Donc, ce problème est apparu bien avant Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, et la réponse à cette question, même si on l'avait pressenti, est arrivée simplement au 19e siècle. Donc, on a parcouru des millénaires, en fait, et on a développé des outils pour répondre à cette question, et ce sont les avancées sur la connaissance du nombre pi qui ont permis de répondre à cette question. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir ça? Vous aurez raison, mais je peux donner une réponse à ça. Finalement, en tout problème de mathématiques, ce qui est important, c'est pas tant, et c'est souvent comme ça, c'est pas tant le résultat qu'on va trouver, mais plutôt les méthodes qu'on a développées pour trouver la réponse à ce résultat. Quand Weiss, en 1991, a démontré le grand théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat en lui-même, finalement, il n'est pas si important que ça, même s'il est important, mais il n'est pas si important que ça comparé à d'autres résultats. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il a mis en œuvre autour pour démontrer ce théorème. Et là, avec la quadrature du cercle, c'est exactement ça. Alors, question, c'est comment on a fait pour démontrer que c'était impossible? Alors, première chose, il faut se réintéresser à la nature du nombre pi. Lambert a démontré, en 1767, que pi est irrationnel. Le nombre pi ne peut pas s'écrire sous la forme a sur b avec a et b entiers. J'ai trouvé trace de son mémoire sur internet, je vous ai fait un petit scan, et voilà le début du mémoire de Lambert. Donc il dit au début, démontrer que le diamètre du cercle n'est point à la circonférence comme un nombre entier à un nombre entier, le rapport d'un nombre entier sur un nombre entier, c'est là une chose dont les géomètres ne seront guère surpris. J'aime beaucoup ce début. Et donc, bon, après, il part dans des considérations, il met un peu en place les méthodes qu'il va développer. Mais voilà. Alors, dont les géomètres ne seront guère surpris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même assez vite compris que, quelles que soient les fractions qu'on prenait, on pouvait toujours trouver une meilleure fraction qui se rapprochait encore plus. Donc, ça voulait probablement dire que pi n'était pas une fraction. Alors, je voulais vous parler de la démonstration, mais vu que l'heure avance, je vais passer sur ce point, même si c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à un autre développement des mathématiques, qui est le développement en fraction continue d'un nombre. Vous voyez, c'est cet empilement de fractions là. Bon, en fait, voilà, c'est ça qui a permis de démontrer que pi était irrationnel. Bon, je passe assez vite. Et j'en viens au fait même pour vous expliquer assez succinctement comment on a démontré que la quadrature du cercle était impossible. Alors pour ça, il faut que je m'intéresse à deux classes de nombres.
Première classe de nombres, parmi tous les nombres que vous connaissez, ce qu'on appelle les nombres réels, vous avez deux types de nombres. Vous avez les nombres qui sont solutions d'une équation. Vous vous souvenez des équations quand vous étiez au collège? Ces trucs horribles où il y a des x. Et bien c'est ça. Les solutions, quand vous avez une équation à coefficient entier, alors entier, il faut que ce soit des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Voilà. Eh bien, si votre nombre est solution d'une équation de ce type-là, eh bien, on dit que c'est un nombre algébrique. Je vous donne un petit exemple. 3, par exemple, c'est un nombre algébrique, c'est un nombre entier, donc il est algébrique, parce qu'il est solution de x moins 3 égale 0. Alors, le nombre qui est devant x, c'est 1, et vous avez moins 3, et donc tout ça, ce sont des nombres entiers, donc c'est bien solution d'une équation à coefficient entier. Alors, je vous ai mis une autre équation dont 3 est solution, c'est pour vous dire qu'en fait, l'équation qu'on trouve, dont 3 est solution, n'est pas unique, on peut en trouver d'autres. Par exemple, si je fais 3 au carré moins 2 fois 3 moins 3, je tombe encore sur 0. Si je fais 3 au cube moins 6 fois 3 au carré plus 27 fois 3 moins 9, j'ai fait le calcul, rassurez-vous, vous tombez bien sur 0, etc., etc., etc. En tout cas, il semble que le plus petit degré, ça, ce qu'on appelle le degré ici, qu'on puisse trouver pour une équation, là, c'est 1. Le nombre racine carrée de 2, c'est lui aussi un nombre algébrique. Pourquoi? Parce qu'il est solution de x carré moins 2 égale 0. C'est-à-dire que si je fais racine de 2 fois racine de 2, que je retranche 2, eh bien je trouve 0. Le nombre racine cubique de 2, lui aussi il est algébrique. Pourquoi? Parce que si je fais racine cubique de 2 fois racine cubique de 2 fois racine cubique de 2, que je retranche 2, je tombe sur 0. Donc ce sont des nombres qui sont solutions d'équations à coefficient entier. Bon. Alors, à quoi ça sert de parler de ça? Parce que en fait, on a découvert, et c'est un Français, Cocorico, d'ailleurs, en fait, dans la théorie des nombres constructibles à Aragon-Rompa et puis la théorie des corps, beaucoup de Français en fait ont travaillé là-dessus, Galois, Van Zel, etc. Si vous avez un nombre qui est constructible à la règle compas, donc on parle du nombre racine de pi, vous vous souvenez tout à l'heure, là, il faut qu'on arrive à construire racine de pi avec une règle et un compas. Eh bien en fait, s'il est constructible à la règle compas, alors il est nécessairement algébrique, c'est-à-dire qu'il va être solution d'une équation, comme je vous ai montré là, x cube plus quelque chose, etc., ou x puissance 4 ou n'importe quoi. Donc la question a été déplacée maintenant, c'est plus de savoir si, une fois que j'ai un compas et puis une règle, est-ce que je peux tracer, c'est non, c'est de savoir est-ce qu'il existe une équation dont racine carrée de pi va être la solution. Alors il y a deux choses. On prend toutes les équations possibles et on teste aussi, quand on met racine de pi, on trouve un moment ça fait 0. Ou alors on fait ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il est algébrique et on va démontrer que ce n'est pas le cas. Et donc, en 1882, Lindenmann est arrivé et a montré avec un résultat, il s'est appuyé sur un résultat qui avait été donné par un Français qui s'appelle Hermite, et il a démontré que le nombre pi était transcendant. Je n'ai pas dit ce que c'était transcendant, mais vous allez comprendre. Transcendant, c'est l'autre type de nombre. Je vous ai dit, il y a deux types de nombres, les nombres algébriques, ceux qui sont solutions d'équations, et ceux pour lesquels vous ne trouverez jamais d'équation à coefficient entier dont ils seront solutions. Eh bien, pi fait partie de ces nombres-là. Il est à part, dans le sens où il ne sera jamais solution d'une équation à coefficient entier. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La quadrature du cercle est impossible. D'accord? Puisque tout à l'heure, j'ai dit que si racine de pi était constructible, eh bien, il serait solution d'une équation à coefficient entier. Il en serait de même ainsi pour pi. Pi serait donc algébrique. Or, nous avons démontré que pi n'était pas algébrique, il était transcendant. Et donc Lindenmann, en 1882, je reviens, a mis fin à des centaines et des centaines d'années de recherche sur la quadrature du cercle. Il y a eu beaucoup de constructions approchées en fait, qui ont été faites. On trouvait quasiment, à quelques trucs près, un carré dont l'aire était quasiment égal à pi. Mais en fait, vous tomberez jamais avec la seule aide d'une règle d'un compas. Vous ne tomberez jamais sur un carré dont l'aire vaut pi. Donc, est-ce que j'ai fini là-dessus?
Oui, peut-être, la quadrature du cercle est impossible. Ah oui, non, je voulais vous mettre une autre formule. Ah, dommage. Bon, je ne l'ai pas mise. Euh, voilà. Donc, pour résumer, le nombre pi, alors, sa découverte géométrique, le calcul des décimales par des approximations par des fractions rationnelles, mais finalement, une trentaine de décimales suffisent. La course aux décimales, elle est liée au test des ordinateurs. Le nombre pi apparaît donc dans de nombreux domaines des mathématiques, dont la quadrature du cercle, puisque a priori cette notion de nombre algébrique avait absolument rien à voir avec des constructions à la règle et au compas. Vous voyez. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou je, ah, je redoutais une question de ce côté. Je vous ai dit, je ne suis pas un spécialiste du nombre pi, donc. I will have to ask my question in English. Sorry. You talked a lot about the history of pi. Do you think there's anything we still don't know and that we will find out in the future about pi and its applications? Je vais répondre en français, peut-être. Enfin, la majorité, et puis je ferai une réponse détaillée après. Donc, est-ce qu'on connaît tout sur pi ou est-ce qu'on va découvrir encore des choses? Il est possible qu'on découvre des choses, puisque il y a encore des théorèmes dont pi peut être mis en application dans ce théorème. Le théorème de Hermite, a priori, dont Lindenmann s'est servi, n'a pas été fait pour démontrer la transcendance de pi. Il a été fait pour autre chose. C'est un résultat dont s'est servi Lindenmann pour trouver. Alors, est-ce qu'on découvrira encore des choses sur pi? Oui, enfin, je pense, sûrement. Puisque si on travaille sur le caractère nombre univers, nombre normal, etc., en augmentant la connaissance de ce nombre pi, on démontrera sûrement encore d'autres choses. Mais il n'y a pas que le nombre pi, par contre, hein, je vais quand même le dire. Il y a d'autres nombres, mais pi, pourquoi pi? Parce que pi, c'est historique. Après, il y a d'autres nombres qui sont intéressants. Bon, zeta de 3, par exemple, si quelqu'un connaît, on ne sait toujours pas si c'est un nombre irrationnel. Enfin, voilà. Donc il y a plein d'autres nombres qui sont l'objet de recherche. Donc pour répondre à la question, je n'ai pas de boule de cristal, mais peut-être. Zeta de 3, alors zeta de 3, on a fait tout à l'heure la somme des inverses des carrés. Ah, zeta free, zeta, function zeta, yeah, math zeta. Yeah. Tout à l'heure, on a fait la somme des inverses des carrés. 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, etc. On a trouvé ça faisait pi carré sur 6. Si on fait la somme, si on change le carré par un cube, 1 sur 1 au cube, plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, etc., on trouve un nombre qu'on appelle zeta de 3, parce que 3, pourquoi 3? Parce qu'on met des cubes. Et on ne sait même pas démontrer, alors voilà, on ne sait même pas démontrer si c'est un nombre rationnel ou pas rationnel. Avec la puissance des méthodes qu'on a aujourd'hui, on n'a même pas encore trouvé d'angle d'attaque pour démontrer ce résultat. Ça s'appelle la constante d'Apéry. Apéry's constant. Any question? Un million de chiffres? Ouais. Ah, le million de chiffres, c'est 1. Oui, c'est possible, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je ne le savais pas, mais alors, il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi. Alors, je ne sais plus si c'est la décimale qui est au milliard, qui est 0, je ne sais plus. On me dit 1 million, d'accord. Bon, mais je crois que le milliardième, c'est 0. Enfin, bon, voilà. C'est complètement hasardeux, mais voilà. La course aux décimales de pi, ça servait aussi entre les services secrets pour coder les messages ou quelque chose comme ça. Alors c'est marrant que tu poses cette question. J'ai vu récemment un film. Alors j'étais dans l'avion
Si vous prenez l'avion bientôt, il y a un excellent film sur le cassage du code Enigma pendant la guerre, qui a été cassé par le mathématicien Turing, un mathématicien informaticien en fait, et c'est lui qui a été un des premiers à créer des machines qui remplacent l'homme pour faire des calculs. Ils ont construit une machine gigantesque pour casser le code des nazis. Et donc si c'est ça que tu fais référence, bien sûr, la course au décimal de pi, finalement, toutes les méthodes en fait qui vont être mises en œuvre pour accélérer ce calcul va avoir des répercussions finalement en cryptographie, etc. Puisqu'on augmente les méthodes, donc on va pouvoir trouver des nombres premiers, par exemple, de plus en plus grands, avoir des codes de plus en plus difficiles à casser. Puisque les systèmes de cryptographie actuels sont basés sur les nombres premiers, donc il faut avoir des très très grands nombres premiers, on fait des recherches de nombres premiers. Donc si on a des processeurs très très puissants pour calculer instantanément des millions et des millions de décimales de pi, bah, on va pouvoir adapter ça. Donc voilà, je pense que c'est possible. Est-ce que quelqu'un veut poser une question encore ou... Oui, alors le nombre d'or, alors effectivement, bon, ça s'explique parce que c'est une proportion qu'on retrouve lorsqu'on passe d'une certaine figure à une autre figure, et c'est un procédé géométrique qu'on retrouve dans plusieurs fois dans la nature, et donc il apparaît, c'est vrai, il apparaît de manière assez récurrente, ce nombre d'or. Il apparaît dans les suites de Fibonacci, qui sont elles aussi présentes dans de nombreux domaines. Effectivement, vous avez tout un tas de nombres comme ça. Alors, le nombre d'or est un peu moins, selon moi, son succès est un peu, selon moi, est un peu surfait. Le nombre d'or, c'est un nombre quadratique. C'est-à-dire qu'il y a une équation de degré 2 dont il y a des solutions. Donc, il fait partie des nombres algébriques. Donc, il fait partie un peu de la masse, je trouve. Donc, il est moins, voilà. On connaîtra beaucoup plus de choses facilement sur le nombre d'or. Pour autant, il y a des formules, alors j'en ai découvert d'ailleurs, il y en a une il n'y a pas très longtemps, qui fait intervenir le nombre d'or et le nombre pi. Dans une même formule, pi égale quelque chose en fonction du nombre d'or. Je pensais avoir découvert une formule, malheureusement elle existait déjà. J'ai eu un petit... j'ai le cardio qui a un peu augmenté, je me suis dit tiens, alors ça... Et non, finalement, j'ai cherché, non, malheureusement. Elle existe, mais je ne la connaissais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, voilà, mais dans tous les nombres réels en fait, dans tous les nombres réels qu'on considère, les nombres réels, qu'est-ce qu'on sait des nombres réels? Alors, on sait construire les nombres réels, mais pi est un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Que dire de e puissance pi, par exemple, si on prend la constante de l'air, la constante de l'air, le nombre de l'air, que dire de e puissance pi ou e puissance pi, enfin voilà, on peut générer comme ça. Alors E puissance pi, alors c'est bien, E puissance pi, ça fait moins 1. Et c'est d'ailleurs ce qui démontre sa transcendance. Il y a la beauté de la formule, E pi égale moins 1, qui relie ces trois constantes, E, I et pi, dans une même formule. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en fait que pi est un nombre transcendant. On applique cette formule avec le théorème d'Hermite pour démontrer que c'est un nombre transcendant. Donc c'est assez marrant de voir que c'est une formule un peu mystique quand même, mais qui clôt un peu l'histoire du nombre pi, quoi. Ouais. D'autres questions? Écoutez, je vous remercie. Merci bien d'être venu. Merci encore. Je voulais juste rappeler aux étudiants et au personnel de l'université que dans le cadre de la semaine des maths, le film dont tu parlais tout à l'heure, Imitation Game, est diffusé demain encore à la bibliothèque à 14h. Donc vous pouvez aller le voir. Voilà, merci.